Dans les plaines de l'ouest du Texas, une tornade de luxure et de cupidité réunit un couple d'amants marqués par leur passé accablant. Le sexe et la fourberie unissent ce duo qui empoisonne et consume tous ceux qui ont le malheur de croiser leur route. Jusqu'à ce qu'il ne reste que leur alliance meurtrière. Une petite banlieue de Dallas réputée pour sa quiétude. La vente d'alcool y est même interdite. Mais la vie de la petite Jo Maudlin est difficile. Jo est âgée de 12 ans et tout ce qu'elle veut, c'est l'attention de sa mère. Or, celle-ci est trop malade pour jouer son rôle. Sa mère était très distante. Jo ne se sentait pas aimé par sa mère. C'est donc le beau-père de Jo qui prend la relève. Et il dépasse les limites. Son beau-père prétendait vouloir veiller sur elle, mais ce n'était que pour l'agresser sexuellement. Elle n'a parlé à personne de ses premières agressions parce qu'elle croyait que c'était comme ça dans toutes les familles. Après une année de sévices, Jo rompt le silence et en parle à un voisin qui appelle les services de protection de l'enfance. La mère doit alors choisir entre sa fille agressée et le beau-père agresseur. Le beau-père purge une peine de 90 jours d'emprisonnement et la mère de Jo l'accueille à sa sortie. Elle a fait son choix. Sa petite fille est alors envoyée chez des parents inhospitaliers. La mère de Jo ne l'a jamais soutenue et elle n'a pas cru à ses allégations au sujet de son beau-père. C'est la trahison ultime. D'une certaine façon, c'est une trahison encore pire que ce que son beau-père lui avait fait subir. Le rejet de sa mère est potentiellement catastrophique. C'est une relation essentielle, nécessaire et très importante. Le fait de se sentir rejeté dans cette relation va probablement influencer toutes ses autres relations à venir. À l'adolescence, elle trouve le réconfort chez sa tante. Et celle-ci initie la jeune fille de 15 ans à la spécialité familiale, le trafic de drogue. Jo servait d'intermédiaire pour sa tante qui vendait de la méthamphétamine. Elle m'a dit qu'elle avait appris à en faire, qu'elle en fabriquait et en vendait. Jo a de mauvaises fréquentations. Elle consomme de la drogue et elle a vite des ennuis. Quelques années plus tard, Jo apprend l'art de l'escroquerie. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour assurer sa survie. Si elle devait voler un membre de la famille pour survivre, elle le faisait. Elle devient experte dans l'art d'exploiter les autres pour obtenir ce qu'elle veut en escroquant des personnes âgées ou n'importe qui d'autre. Dans la jeune vingtaine, Jo essaie de fonder sa propre famille sans avoir les compétences requises. Jo ne connaît que les relations malsaines et violentes. Donc pour elle, ce n'était que la routine habituelle. Ça ne veut pas dire qu'elle aimait ça, mais c'est tout ce qu'elle connaissait. Sa famille improvisée ne survit pas longtemps. Les services de protection de l'enfance interviennent et lui enlèvent ses 3 enfants.
Les services de protection de l'enfance ne laissent pas des enfants avec des gens violents ou des toxicomanes. Or, c'est exactement ce qui se produisait chez Joe. Cette mère indigne est à nouveau privée de sa famille et elle atteint le fond du baril. Elle trouve le réconfort auprès de sa seule amie, la drogue. C'est alors qu'elle rencontre Derek Hale, 25 ans, un joueur de billard semi-professionnel qui fait la tournée des bars. Derek avait 2 enfants qu'il aimait beaucoup. Lui et la mère de ses enfants n'étaient pas mariés, mais il essayait de passer le plus de temps possible avec eux. Derek est conquis par la charmante Jo. Ils partagent les mêmes passe-temps. Il a commencé à avoir des ennuis après le secondaire. D'abord avec l'alcool, ensuite avec les drogues. Derek est fasciné par Jo et Jo profite bien de Derek. Derek était quelqu'un qu'elle pouvait facilement manipuler pour obtenir de l'argent pour s'acheter de la drogue. Elle découvre également que Derek possède quelque chose qu'elle a recherché toute sa vie. Une famille aimante. La famille de Derek Hale était encore plus attirante que lui. Sa famille prenait soin de lui. C'était quelque chose d'encore plus enivrant que la drogue pour elle. La mère de Derek, Diane, accueille Jo à bras ouverts. Diane traitait Joe comme si c'était sa fille, et je pense qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour l'aider. Mais quand Diane réalise que Jo utilise Derek pour obtenir de la drogue, elle tente de les séparer. Diane faisait tout pour que Derek n'aille pas en prison, parce qu'elle croyait qu'il ne pourrait pas survivre à un tel environnement. Derek n'était pas un dur. Il était gentil et très sensible. Ce n'était pas un criminel endurci. Dans l'esprit de ma sœur, tous ceux qui finissaient en prison étaient des criminels endurcis, et elle ne voulait pas que Derek se retrouve avec eux. Comme si cela ne suffit pas, Diane doit aussi s'occuper de sa mère, dont la démence empire. Elle prenait soin de ma mère, et elle le faisait très très bien. Diane et moi avions discuté de l'idée d'aller chercher de l'aide supplémentaire pour maman. Diane décide de se rapprocher de sa famille à Lubbock et elle amène Derek. C'est l'occasion idéale pour le séparer de Jo et lui permettre de repartir à zéro. La nouvelle famille de Jo l'abandonne. C'est la 3e fois qu'elle perd ses proches. Lors des mois qui suivent, elle erre d'une relation malsaine à une autre. Elle réalise alors qu'elle doit se battre pour sa famille. Elle va déménager à Lubbock et retrouver Diane et Derek pour vivre à leur crochet. À ses yeux, c'est là la seule utilité de la famille. Jo est une véritable opportuniste. Elle peut exploiter n'importe qui pour obtenir ce qu'elle veut. Rien n'est sacré dans son monde. Quand elle était petite, elle-même n'avait rien de sacré, donc rien ne l'est une fois à l'âge adulte. Comme une enfant gâtée, elle est prête à tout pour s'attirer les bonnes grâces de Diane. Selon les amis de Diane Parker, elle lui aurait fait croire qu'elle avait le cancer. Elle disait qu'elle avait besoin d'argent pour ses traitements et ses frais médicaux. Diane ne peut rien lui refuser. En se faisant passer pour une personne atteinte du cancer, les gens ne l'abandonneraient plus. Je crois que c'est une des choses qui motivait Jo. Comment garder les gens près d'elle? Mais Jo ne peut pas faire durer cette mascarade éternellement. Diane réalise bientôt que la seule maladie dont souffre Jo, c'est la fourberie. À un moment donné, Diane a réalisé que Jo était une manipulatrice et une mauvaise menteuse. Elle a remarqué que des choses disparaissaient de sa maison.
Diane en a assez et elle demande à Joe de partir. Joe a fait de son mieux pour se trouver une famille et elle a encore échoué. Elle a peur d'être abandonnée parce qu'elle a si souvent été abandonnée et traumatisée. Cette fois-ci, ce sera la dernière. Tous ceux qui l'ont abandonnée le paieront chèrement. Abandonné et rejeté toute sa vie, Joe Maudlin, 27 ans, cherche une nouvelle victime à exploiter à Lubbock, au Texas. Elle se trouve au bon endroit au bon moment et elle fait la connaissance de Casey Ledbetter, son futur mari et complice. Quand Joe a rencontré Casey, ça a été une sorte de coup de foudre. C'était une attirance très sexuelle et très physique. C'était aussi la rencontre de deux personnes blessées par la vie. Âgé de 37 ans, il passe presque tout son temps à prendre de la drogue. Casey était un fêtard invétéré. Il ne se préoccupait pas de l'argent. Il voulait juste s'amuser et se défoncer. Joe aime bien les toxicomanes qui se plient à sa volonté. Et Casey est séduit par la sexualité de Joe. Ils forment un duo explosif. Casey le vulnérable, entre les mains de Joe la manipulatrice. La relation de Casey et Joe ressemblait à une romance passionnée. Elle était très intense à cause de leur attirance physique. Casey et Joe sont deux moitiés dysfonctionnelles réunies pour former un tout maléfique. Contrairement à Joe, Casey a vécu une enfance heureuse. Il a été élevé par une mère monoparentale qui n'en avait que pour son fils unique. Je ne dirais pas qu'ils étaient les plus riches, mais ils étaient assez bien nantis. Sa mère l'amenait au club de loisirs et Casey pouvait avoir presque tout ce qu'il voulait. Or, toute cette attention ne suffit pas à Casey. Pendant que sa mère gagne leur pain, il s'abandonne à la drogue. Casey avait toujours de la drogue sur lui. Il a commencé à fumer de la marijuana vers 13 ou 14 ans et il aimait beaucoup faire la fête. Tout ce qu'on lui offrait. N'importe quelle drogue. Il essayait. La consommation de Casey se transforme en dépendance à la méthamphétamine. Dépendance qu'il partage avec son amie de cœur, Alicia. Tous les amis avec qui il se tenait faisaient la même chose. Alors il le faisait lui aussi et il voulait être meilleur que les autres. Il a donc commencé à produire de la drogue. Il se lance dans la vente et il établit un petit empire de narcotiques. Mais tous ses clients ne sont pas satisfaits. J'ai reçu un appel. Et il disait qu'il avait attaché à une chaise, puis battu avec un marteau pendant 1 heure. Ils lui ont cassé le bras, arraché les ongles avec des pinces. Casey a été laissé pour mort. Dans ce fossé. Quelques bouffées de sa pipe font disparaître la douleur, mais pas sa colère. Casey se défoule sur Alicia. Casey n'était plus le même. Un jour, il fabriquait de la drogue. Quand je suis revenue, j'étais furieuse. Il m'a aspergé d'essence à briquet, un des ingrédients pour produire de la drogue. Casey cherchait un briquet pour me faire brûler. Il ne l'a pas fait. Il voulait juste me faire peur. Au fil des ans, ses activités liées à la drogue le conduisent souvent en prison. Sa mère est toujours là pour l'aider, pour l'héberger et pour lui fournir de l'argent. Elle craint qu'il tente d'en obtenir d'une façon ou d'une autre si elle ne lui en donne pas. Elle l'aimait beaucoup. Sa mère était prête à tout faire pour lui. À l'âge de 25 ans, Casey perd sa mère qui meurt du cancer. Son filet de sécurité disparaît et sa descente aux enfers s'accélère.
La mort de la mère de Casey Ledbetter a été une catastrophe pour lui. Il perdait sa stabilité, sa mère, sa famille, sa maison. Casey atteint le fond du baril. En 2007, il retourne en prison pour possession de méthamphétamine. Il est libéré après 2 ans. N'ayant nulle part où aller, il se rend dans une maison de transition à Lubbock. Il recommence vite à faire la fête, et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Joe. Dès leur première rencontre, la relation entre Joe et Casey a été très intense. Leur principal point en commun était leur consommation de drogue. La terrifiante similitude entre leurs personnalités amplifie leurs mauvaises habitudes, alimentées par leurs plus bas instincts et la luxure à l'état pur. Elle est une femme rancunière et aigrie, et lui, un homme prêt à tout pour répondre à ses besoins. Il ne voulait pas n'importe quelle fille. Je crois sincèrement qu'il cherchait la femme spéciale pour lui. Et il croyait l'avoir trouvée en elle. Pour Casey Ledbetter, toutes ces relations prenaient une sorte de tournure fantaisiste. Il en venait à les idéaliser. Pour la première fois, Joe peut compter sur quelqu'un qui est prêt à faire ce qu'il faut pour elle, à s'occuper d'elle et à faire tout ce qu'elle veut. Pour elle, il n'y avait rien de plus séduisant. Après seulement quelques mois de fréquentation, le couple se marie. Joe est convaincu que Casey la rendra heureuse. Et Casey est comblé par Joe. Son dévouement est total. Et Joe s'assure toujours de dominer la situation. Elle m'a dit qu'elle était la dominatrice dans leur relation sexuelle. C'est elle qui initiait tout avec Casey. Toutefois, Joe perd graduellement le contrôle avec la drogue, qui modifie son jugement déjà défaillant et qui influence ses décisions. Leur besoin d'être ensemble, leur attirance sexuelle et la méthamphétamine forment la recette d'un désastre. Ce n'est pas un gentil couple marié qui élevait une famille, travaillait tous les jours et allait à l'église le dimanche. Quand Derek Hale, l'ex-copain de Joe, refait surface, elle l'accueille chez elle. Même s'il était maintenant marié à quelqu'un d'autre, ils étaient restés amis. Quand il allait chez elle, il y avait toujours de la drogue et ils en consommaient ensemble. Et pour se procurer cette drogue, Joe a un plan. Joe était bonne pour falsifier des chèques. Comme dans plusieurs autres facettes de sa vie, elle était bonne pour tromper les autres. Elle créait des numéros de compte fictifs. Et elle pouvait convaincre les autres d'encaisser ses chèques. Casey et Joe encaissent leurs faux chèques chez un prêteur sur gage local. Ils utilisent un peu de cet argent pour se protéger. Et le reste est flambé en drogue. Or, le prêteur sur gage découvre vite leur petit jeu et il leur demande de rembourser 4 000 $. Sinon, il va appeler la police. À ce moment, la relation entre Casey et Joe était vraiment à son plus bas. Ils devaient absolument trouver un moyen de s'en sortir. Et ils devaient faire quelque chose de drastique pour éviter de retourner en prison. Il n'y a rien de plus dangereux que des toxicomanes en manque qui cherchent à fuir les autorités. C'est toute leur vie qui est en jeu. Derek, hey buddy. Yeah, Casey just made a whole big thing of meth. Yeah, come over. Ils sont à bout et complètement désespérés. Alors personne n'est en sécurité. Trois mois après avoir uni leur destinée, la lune de miel est terminée pour Joe et Casey Ledbetter. Ils n'ont plus d'argent et ils sont en manque de drogue.
De plus, s'ils ne remboursent pas les 4 000 $ qu'ils ont extorqués à un prêteur sur gage, ils retourneront en prison. Joe et Casey vont chercher leur coffre pour trouver quelque chose pour se détendre. Mais ils ont oublié qu'ils l'avaient déjà vidé. Furieux de trouver leur coffre vide, le couple cherche un bouc émissaire. Ils se tournent rapidement vers l'ancien petit ami de Joe, Derek Hale. Joe et Casey Ledbetter croyaient que Derek avait volé le contenu du petit coffre de leur maison. Il y avait des billets de loterie, de la drogue et un peu d'argent. Pour eux, la trahison est un crime sérieux et ils jurent de se venger de Derek. Mais la vengeance n'est pas leur seule motivation. Ils doivent aussi trouver 4 000 $. Derek n'a pas cette somme, mais sa mère l'a. Le plan initial était d'avoir accès au garage de la maison de Deanne. La mère de Derek, Deanne Parker, a toujours été une cible facile pour Joe. Ils veulent que Derek leur ouvre la porte du garage afin qu'il puisse dévaliser la maison. Casey est prêt à faire tout ce que Joe lui demande. Joe Ledbetter est parvenu à faire accepter son plan d'extorsion à Casey. Et je crois qu'elle aussi est à l'origine de la suite des choses. Elle a tout organisé et elle a donné ses ordres à Casey. What stuff? L'ennui avec le plan de Joe, c'est qu'il repose sur Derek. I don't know what you're talking about. Et il refuse d'être le complice du vol de sa mère. I'm not giving you nothing. Derek a refusé, et à ce moment précis, il a eu le courage de protéger sa mère. Joe en veut toujours à Derek et à sa mère de l'avoir rejeté et elle continue d'insister. C'est l'instant crucial. Joe est une survivante et à ce moment-là, pour survivre, elle doit régler le compte de Derek. Pour convaincre Derek, Casey devra intervenir. Sans avertissement, il l'attaque avec un pistolet électrique qui lui envoie une décharge de 25 000 volts. Évidemment, il n'est pas tombé comme dans les films. Alors ils se sont battus. Derek se battait pour rester en vie. En manque de drogue et furieux que Derek ne collabore pas, Casey perd le contrôle et franchit le point de non-retour. Les Ledbetter n'étaient pas des criminels qui planifiaient tout ce qu'ils faisaient. C'est le genre de crime qui survient sur le coup de l'émotion. Tout est arrivé et tout s'est décidé en une fraction de seconde. Casey a frappé Derek avec un bâton de baseball. Il lui a fracturé plusieurs os des côtes et du visage. Fou de rage, Casey tabasse Derek presque à mort. Casey voulait l'impressionner. Il voulait lui montrer ce qu'il pouvait faire pour elle. C'était sa façon de se prouver à elle et de la garder près de lui. Avec sa femme qui l'observe, Casey sait qu'il doit aller jusqu'au bout et achever sa victime. Casey est allé chercher un couteau dans la cuisine et il l'a poignardé. Un seul coup a suffi et Derek a rendu l'âme. Après un tel exercice, les deux tueurs sont morts de fatigue. Ils délaissent le corps de Derek et vont se coucher. C'est difficile de concevoir qu'on puisse tuer brutalement quelqu'un comme ils l'ont fait avec Derek et ensuite aller se coucher. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Le lendemain matin, Joe et Casey se réveillent et réalisent qu'ils ont assassiné Derek sans même obtenir les 4 000 $ dont ils ont besoin. Sans Derek, ils sont plus désespérés que jamais. Joe élabore un autre plan, mais ils ont autre chose à faire avant d'aller plus loin. Ils doivent nettoyer la scène du crime. Ils lui ont coupé le bout des doigts pour tenter de dissimuler son identité. Ils ont pris le couteau et les armes qu'ils ont utilisées pour battre et tuer Derek. Et ils les ont jetés dans différentes bennes à rebut, partout en ville, pour éviter d'être retrouvés.
Puis, ils font faire une dernière balade en voiture au corps de Derek. Ils s'arrêtent dans un ranch abandonné à une trentaine de kilomètres de Lubbock. C'était une propriété très isolée en campagne. La maison la plus près était à environ 1 kilomètre de là. Le couple se débarrasse du corps de Derek Hale comme d'un vieux pneu. Puis, il brûle ses vêtements. Il leur reste un problème urgent à régler. Ils ont tué Derek Hale, mais ils n'ont toujours pas l'argent pour se sortir du mauvais pas dans lequel ils sont depuis le début. Le temps file. S'ils ne remboursent pas le prêteur sur gage qu'ils ont floué, les policiers se lanceront à leur poursuite. Ils ont besoin d'argent. Et Joe Ledbetter se demande alors ce qu'elle pourrait faire d'autre pour essayer d'en trouver. Ils étaient survoltés. Et ils étaient prêts à tout pour obtenir ce qu'ils voulaient. Je crois aussi que Joe était excité par le fait que Casey pouvait aller très loin pour elle. Avec l'aide de Casey, Joe se sent invincible. Elle se tourne alors vers la mère de Derek, Deanne, celle qu'il avait rejetée et qui, sans le savoir, détient la clé de l'avenir de Joe. Joe a élaboré un plan visant à soutirer de l'argent à Deanne Parker. Incapables d'aimer véritablement, Casey et Joe veulent exploiter l'amour sincère de Deanne pour son fils, afin de la piéger. Dan, I wish I could tell you that it wasn't true. Ils ont appelé Deanne Parker pour lui dire que Derek avait des ennuis. Ils l'ont convaincu de venir leur porter une somme considérable pour sauver Derek. He was too embarrassed to call you himself. That's why he had me handle it. Joe sait exactement quoi faire. Elle savait que si elle évoquait Derek, il pourrait attirer Deanne dans leur piège. Casey l'a même appelé en se faisant passer pour un certain Michael, l'ancien patron de Derek. Il était furieux parce que Derek lui aurait volé quelque chose. Joe dit à la mère de Derek qu'il lui faudra 4 000 $ pour sauver son fils. L'une des plus grandes craintes de ma sœur était que Derek aboutisse en prison. Elle ne voulait pas voir son fils en prison. Deanne ne semble pas convaincue. Alors Joe sort un autre lapin de son chapeau pour exploiter l'amour maternel de Deanne et l'attirer dans leur guet-apens. Ils lui ont dit que Derek était prêt à aller en cure de désintoxication. C'était ce que ma sœur souhaitait par-dessus tout. Et elle était prête à tout pour l'aider dans ses démarches. Le jour où elle est allée leur porter l'argent, Deanne a envoyé un message texte à une amie et elle l'a appelé pour lui dire qu'elle se méfiait encore de Joe. Elle a tout de même ajouté qu'elle était prête à aller jusqu'au bout pour aider Derek. La meilleure amie de ma sœur m'a appelé pour me dire que Deanne était allée chercher Derek. Les deux meurtriers l'attirent au même ranch où ils ont abandonné le corps de son fils. Ils aimaient bien cet endroit parce qu'il était isolé. Le meurtre de Derek a été si rapide qu'ils croyaient que ce serait encore plus facile la deuxième fois. Le sort de cette mère dévouée a été scellé aussitôt qu'ils l'ont appelé. He was too embarrassed to call you himself. That's why he had me handle it. Deanne Parker, 49 ans, veut sauver son fils Derek. Elle est allée chercher Casey et Joe Ledbetter avec l'espoir de retrouver Derek et de l'amener en cure de désintoxication après avoir payé ses dettes. Elle ne sait pas qu'il est déjà mort et qu'elle est la prochaine cible de ses tueurs. Une fois arrivés dans cet endroit isolé, ils n'avaient qu'une idée en tête, tuer Deanne. I'll go check it out. See what's going on. Mais le deuxième meurtre des Ledbetter ne se déroule pas comme prévu.
Une surprise les attendait. Il y avait un véhicule dans l'entrée qui n'était pas là la dernière fois. Joe rencontre un ouvrier qui rénove la propriété. Elle prétend alors chercher quelqu'un. Yeah, is my friend Mary Smith here? Il lui a répondu qu'il rénovait cette maison abandonnée. Oh, okay, well, thank you. Diane attend nerveusement de voir son fils Derek. Elle a les 4 000 $ avec elle. Et Joe ne peut plus patienter. Rien n'allait l'empêcher d'avoir ce qu'elle voulait, que ce soit de l'argent ou de la drogue, et elle était prête à écarter n'importe qui de son chemin. Joe donne le signal à Casey. Ça n'a pas été spontané comme le meurtre de Derek. C'était un assassinat planifié de toutes pièces. Quand l'ouvrier a entendu le coup de feu, il est sorti pour voir ce qui se passait. Casey a crié et a tiré en direction de la maison pour forcer l'ouvrier à rentrer. Pendant que le sang de Diane se répand sur le gravier, Joe et Casey prennent la fuite avec la voiture et le sac à main de leur victime. Dès que la voie est libre, l'ouvrier appelle à l'aide. 911, what is your emergency? I'm out, right, Lou? Somebody just shot somebody out here. Il était en état de panique. Il venait d'échapper à la mort. En route vers Lubbock, Joe essaie de gagner un peu de temps. Elle a pris le cellulaire de Diane et elle a envoyé un texte à quelqu'un en se faisant passer pour Diane. Elle a écrit qu'elle avait vu Derek et que tout allait bien, qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Joe et Casey remboursent le prêteur sur gage avec leur argent sale. Le fait que Joe et Casey tuent 2 personnes qu'elles connaissaient, juste pour rembourser un prêteur sur gage, semble aberrant. Diane et Derek étaient des obstacles qui les empêchaient d'atteindre leur objectif de rembourser leurs dettes. Les policiers du comté de Lubbock trouvent le corps criblé de balles de Diane, mais rien d'autre. Il n'y avait pas de permis de conduire, de carte médicale ou toute autre pièce qui aurait pu nous permettre de l'identifier. On se retrouvait devant une impasse. On ignorait qui avait commis ce crime et on avait du mal à identifier la victime. À Lubbock, les incidents comme les crimes sont peu fréquents. Alors quand ça survient, la population est choquée. Il y a peut-être de 9 à 12 meurtres par année. Donc, quand il y en a un, tout le monde s'y intéresse et sait où ça s'est passé. Quand la sœur de Diane entend parler du meurtre, elle a un mauvais pressentiment. Quand j'ai retrouvé ma mère seule à la maison et que j'ai su que ma sœur était allée à Idaho, je savais que quelque chose lui était arrivé. On a donc décidé d'appeler la police. Environ 9 ou 10 heures plus tard, on a reçu un appel de sa famille qui voulait signaler sa disparition. Elle n'était pas retournée à la maison après le travail et c'était inhabituel pour elle. Nous avons pu confirmer que la victime était Diane Parker, grâce à la description faite par sa famille et à l'empreinte digitale de son pouce sur son permis de conduire. La nouvelle les dévaste. C'est probablement ma mère qui a trouvé ça le plus dur parce qu'elle et Diane étaient comme des meilleures amies. Elles étaient très proches. Et le cauchemar ne fait que commencer. En plus de l'horreur du meurtre de Diane, on soupçonne son fils Derek d'être le tueur. Après avoir discuté avec les amis et la famille de Diane Parker, on savait qu'elle vivait une situation stressante causée par Derek depuis 2 jours. On savait donc que Derek avait quelque chose à voir là-dedans. J'étais renversée parce que ma sœur était morte assassinée et la police croyait que c'était Derek le coupable. Si c'était vrai,
Je me disais qu'il devait être sous l'influence de la drogue. Ce n'était pas Derek. Derek aimait sa mère. Je ne pouvais pas l'imaginer avec une arme à la main, en train de faire feu sur quelqu'un. Ce n'était pas le Derek que je connaissais. C'est donc très choquant d'apprendre que le suspect dans cette affaire est le fils de la victime. C'est presque inimaginable dans l'ouest du Texas. La famille est tellement importante dans cette communauté. Alors quand on entend quelque chose comme ça, on ne peut pas y croire. On savait qu'il avait un problème de drogue, et les toxicomanes peuvent poser des gestes désespérés comme tuer leur propre mère. J'étais dépassée par les événements. Je ne me souviens de rien, sauf que je tremblais. J'ai tremblé intérieurement pendant des jours. Les policiers lancent un avis de recherche pour retrouver Derek Hale. Mais le jeune homme semble s'être évaporé. Pendant que la police cherche un mort, Joe et Casey font la fête. Casey et Joe pensaient s'en être tirés, et que leur plan avait fonctionné. Tout ce qu'ils souhaitaient s'était réalisé et ils étaient libres. Les enquêteurs consultent les relevés téléphoniques de Deanne pour savoir avec qui elle avait parlé le jour de son meurtre. Un de ces appels avait été fait au cellulaire de Joe Ledbetter. Et c'est ce qui nous a conduits à sa résidence. Joe et Casey jouent les innocents, mais les enquêteurs ne se laissent pas berner. I'm Bo Roberts from the Lubbock County Sheriff Department. Have any of y'all seen Derek Hale? Derek? No. He hasn't been around. Haven't seen him in days. Il faisait nuit quand on a quitté la résidence des Ledbetter. Mais on a discuté de leur comportement étrange par rapport à la nouvelle qu'on leur avait annoncée. Ils ne semblaient pas être attristés par la mort de Deanne Parker. Ils semblaient surtout inquiets, comme s'ils se demandaient pourquoi on était là et comment se débarrasser de nous. Les enquêteurs continuent de chercher Derek Hale et ils croient que les Ledbetter essaient de le protéger, ce qui n'est pourtant pas la spécialité du couple. Puis, quand on trouve un autre cadavre, les Ledbetter se retournent l'un contre l'autre. Des policiers du Texas cherchent désespérément Derek Hale, le principal suspect dans le meurtre de sa mère, Deanne Parker. 3 jours après la mort de Deanne, une découverte macabre vient le disculper. Le fermier qui possédait la propriété a remarqué une section de gazon brûlé. Il a regardé autour et c'est là qu'il a découvert le corps. Il s'agit du corps de Derek Hale. Malgré la triste nouvelle, la famille de Deanne est soulagée d'apprendre que ce n'est pas Derek qui a tué sa mère. Ça m'a apaisée de savoir que ce n'était pas Derek le coupable. Dieu merci, il ne l'avait pas fait. Il me manque tellement. Ma sœur me manque. Ma sœur me manque. Leur principal suspect est donc lui aussi une victime. Alors l'attention des policiers se tourne vers les Ledbetter. Et l'ouvrier les identifie. L'ouvrier a pu nous décrire Joe Ledbetter et Casey Ledbetter. Il a même pu nous décrire leur voiture et le déroulement des événements. C'était très stupide de laisser un témoin. D'habitude, les meurtres se font sans témoin. Nous sommes retournés chez les Ledbetter. Joe laisse les policiers fouiller la maison.
Pendant la fouille, nous avons trouvé un pistolet de calibre 45. C'est un problème de taille pour Casey, car cela constitue une violation de ses conditions de liberté. Joe trouve une excuse pour innocenter son mari et rejeter le blâme sur Derek. Elle nous a dit qu'il y avait une autre arme dans la maison, mais nous ne l'avons pas trouvée. Elle semblait perturbée et elle a accusé Derek. Joe pousse plus loin en insinuant que Derek a volé l'arme qui a tué Deanne Parker. Elle a dit qu'elle soupçonnait Derek de les voler. Alors, il a dû prendre leur pistolet de 9 mm. Mais les enquêteurs ne mordent pas à l'hameçon. Casey Ledbetter avait déjà été condamné. Alors, on a pu porter de nouvelles accusations de possession illégale d'armes à feu et le jeter en prison. Les policiers remontent la piste de l'arme jusqu'au prêteur sur gage. Et ils découvrent alors l'histoire des chèques sans provision de Joe. Ils l'arrêtent, elle aussi. Nous avons porté des accusations de contrefaçon dans l'affaire des faux chèques de Joe. La police impose une caution d'1 demi-million de dollars à Casey et Joe. Les enquêteurs croient que Casey a appuyé sur la détente, mais que c'est Joe qui donnait les ordres. Pendant son interrogatoire, Joe fait ce qu'elle fait de mieux. Elle ment comme elle respire. Elle avait les larmes aux yeux quand on parlait de la mort de Deanne, et elle se mettait à pleurer. Puis, l'instant d'après, toutes ses larmes avaient séché. Elle jouait la comédie. Elle était prête à tout pour sauver sa peau. Elle va jusqu'à blâmer la fraternité aryenne, un groupe de suprématistes blancs, pour les meurtres. Nous n'avons trouvé aucun lien entre la fraternité aryenne et les Ledbetter. Comme ultime recours, Joe sacrifie son cher mari, Casey. Elle a accusé Casey et elle a dit qu'elle ne savait pas qu'il allait la tuer. Casey ne sait pas que sa femme l'a trahi. Alors il continue de la protéger. Pendant ce temps, Joe ressort un vieux truc pour essayer de s'en tirer. Elle s'est rasé la tête et elle a dit qu'elle avait le cancer. Donc elle tente de manipuler les gardiens et tout le monde autour de la même façon que Deanne il y a quelques années. Elle répète le même manège en prison. Elle écrit des lettres langoureuses à son mari pour s'assurer de sa fidélité. Joe envoyait des lettres très émotives à caractère très sexuel à Casey. Il y a un thème récurrent dans les lettres de Joe à Casey. Elle répétait sans cesse qu'il était son homme, qu'elle était fière d'être une Ledbetter et qu'elle se sentait privilégiée. Les deux s'échangeaient aussi beaucoup de fantasmes sexuels. Joe voulait s'assurer que Casey ne dirait rien. Même en prison, elle essaie d'acheter son silence. Elle voulait que Casey reste dans sa vie parce que c'était quelqu'un qu'elle pouvait contrôler. Même s'ils étaient séparés, elle gardait le contrôle sur lui. Après quelques mois en prison, le charme de Joe n'agit plus autant sur Casey. Quand les procureurs écartent la peine de mort, Casey avoue tout. Ses aveux correspondaient exactement à nos preuves, à la chronologie des événements et aux scènes de crime. Casey et Joe Ledbetter sont accusés de 2 chefs d'accusation de meurtre qualifié. Ils plaident tous les 2 coupables et sont condamnés à la prison à vie. Ensemble, ils se sont enfoncés dans un orage mortel qui a emporté la douce Deanne Parker et son fils Derek Hale. Casey et Joe étaient unis par une alliance meurtrière. Ces 2 individus étaient dysfonctionnels sur le plan émotif à cause de leur personnalité et de leur toxicomanie.
Casey voyait en Joe celle avec qui il pourrait recréer sa dynamique familiale. Elle avait probablement la même influence sur lui que sa mère, et c'était sa mère qui le sortait toujours de l'embarras. Joe, quant à elle, cherchait l'amour, et quand il s'est sacrifié pour elle, c'était l'expression ultime de son amour. En fin de compte, pour elle, Casey n'était qu'un pion désespérément amoureux. Je crois que Casey n'aurait probablement jamais fait de mal à quiconque au cours de sa vie s'il n'avait pas rencontré Joe Ledbetter.